Jocelyne, t'as Oui, un gilet Dominique. jaune et il paraît que t'es en colère. J'ai vu que c'était écrit prof en colère. Oui, Dominique. Il y a écrit prof en colère parce que je suis professeur et je suis profondément en colère contre la destruction de l'éducation nationale programmée, à mon avis, délibérément depuis une quinzaine d'années et encore plus délibérément et encore plus de force depuis que un dénommé Jean-Michel Blanquer est arrivé au ministère de l'Éducation nationale avec l'actuel locataire de l'Élysée dénommé Emmanuel Macron. C'est contre cela que je suis en colère, Dominique. Alors je comprends mieux ton panneau. Veux-tu que je la rapproche de la caméra? C'est parfait. Est-ce que tu remarques quelque chose, justement, sur cette pancarte qui pourrait peut-être donner à nos auditeurs et auditrices? Eh bien, lanceuse d'alerte dans l'éducation nationale. C'est très bien que tu aies remarqué cela, Dominique, parce que une alerte, c'est quelque chose qui est lancé lorsque il y a un risque grave, que ce soit pour une maison au feu, une usine qui contient des produits dangereux pour la santé, comme ça s'est passé à Toulouse dans les années 80 je crois. Et moi, je lance l'alerte en tant qu'enseignante, je lance l'alerte contre, donc comme je te l'ai dit, la destruction programmée de l'éducation nationale, car ce que veut le ministre Blanquer, c'est clairement la privatisation de l'éducation, la destruction du service public de l'éducation et la privatisation du service d'éducation. C'est ça qu'il veut, en tant qu'ultralibéral et représentant de l'oligarchie. Et il y a autre chose aussi sur la pancarte, c'est la devise que je peux remontrer à l'écran. Je rapproche un peu, encore un peu plus. Ça va comme ça? Donc, servir, c'est trahir, et désobéir, c'est servir. Je suis sûre que tu as remarqué la croix avec La croix le d'Athènes, bien voilà, entendu. voilà. Référence à la résistance. Voilà, mais pas n'importe quelle résistance, puisqu'il y en avait, il y avait De plusieurs Gaulle. groupes. Voilà. Et donc, malheureusement, lancer l'alerte aujourd'hui, actuellement dans l'éducation nationale, c'est très dangereux parce que il y a des gens qui obéissent à ce que j'appelle les hiérarques. Donc, chères auditrices et auditeurs, si vous regardez cette vidéo, c'est la 6e que je réalise pour médiatiser mon combat. Et la 5e que je réalise avec mes co-mousquetaires, Dominique, la filmeuse, et Dominique, l'infirmière, qui va me poser des questions dans cette vidéo pour préciser ma pensée. Donc, il y a des gens dans l'éducation nationale qui obéissent aux hiérarques. Donc, j'étais en train de dire, oui, ce que j'appelle les hiérarques, ce sont des personnes qui appartiennent à la hiérarchie de l'éducation nationale. L'éducation nationale est une administration publique, mais l'administration la plus hiérarchisée de toutes les administrations publiques. Je peux vous le dire parce que ma sœur est inspectrice aux finances publiques, et lorsque j'ai commencé à lui raconter, à lui expliquer ce que je subissais, c'était déjà en 2013, mon premier harcèlement moral date de 2013, parce que j'avais dénoncé publiquement la malhonnêteté d'un chef d'établissement qui avait délibérément choisi de manipuler des notes d'une épreuve du brevet à la hausse pour que la moyenne du brevet total soit aussi à la hausse et que, comme c'était sa dernière année dans cet établissement, il parte avec les lauriers sur la tête. Donc, ma sœur a mis des mois et des mois et des mois avant vraiment d'accepter à 100% la réalité et la fiabilité de tout ce que je lui décrivais. Parce qu'elle travaille dans une administration des finances publiques où le harcèlement moral et les dysfonctionnements qu'on constate pour bâillonner les gens qui dénoncent le harcèlement moral, elle n'avait jamais entendu parler de ça, elle n'avait jamais vu ça. Elle avait vu toujours les choses fonctionner normalement. Donc, en fait, Dominique, il y a des gens qui obéissent aux hiérarques. Et le point que je voudrais expliquer à nos auditrices et auditeurs aujourd'hui,
et tu peux m'aider parce que tu as toi aussi été fonctionnaire dans la fonction publique hospitalière, c'est la collaboration, je n'hésite pas à dire ce mot, la collaboration de beaucoup, beaucoup de syndicalistes. C'est une question qu'on m'a souvent posée lorsque j'explique mon parcours de combattante depuis 3 ans. On m'a demandé, mais enfin, avant de porter plainte, n'as-tu pas demandé l'aide des syndicats? Logiquement, on attendrait de l'aide de leur part, mais pour certains, il y a une collusion entre eux et le pouvoir, peut-être pour, à leur profit, avoir des postes plus avantageux ou pour avoir une paix royale, je ne sais pas. C'est soit par intérêt, soit par couardise. Couardise, voilà. Ce que je vais expliquer rapidement, je vais présenter 4 cas de syndicats différents auxquels je me suis adressée et qui m'ont, après un temps plus ou moins long, qui m'ont abandonné, qui m'ont lâché, tout simplement. Et la couardise est le point commun des 3 premiers cas que je vais expliquer. Donc, je vais un peu naviguer entre m'adresser à vous directement, auditrices et auditeurs, et puis parler à Dominique si elle a justement des réactions à chaud au cas que je vais présenter. Alors, le premier syndicat, qui dans l'Académie de Reims est le syndicat minoritaire, mais qui au plan national est connu comme un syndicat très revendicatif, c'est Sud Éducation, donc qui fait partie du syndicat Sud. Sud, ce sont les 3 lettres de solidaire, unitaire et démocrate, il me semble. Voilà. Donc ce syndicat Sud Éducation, dans l'Académie de Reims, c'est très minoritaire, 2-3%, a-t-on dit aux dernières élections professionnelles. Et j'ai rencontré les membres de ce petit groupe qui venaient de se reformer. Je les ai rencontrés, je crois, en décembre ou janvier. Décembre 2018 ou janvier 2019. Donc à ce moment-là, lorsque je les ai rencontrés, j'étais déjà victime donc du harcèlement moral de la principale du collège de Suippes, dans la Marne, depuis septembre 2018. Et j'avais déjà été échaudée par 3 précédents syndicats. Donc celui-ci me paraissait le plus apte à m'aider, voilà, parce que c'est un syndicat qui revendique une certaine conception anti-hiérarchique. Donc je me suis dit, c'est génial, quoi. Donc, ce petit groupe, je le rencontre, je vous dis, en décembre 2018 ou janvier 2019. Et là, tout de suite, j'ai affaire à 2-3 jeunes. Alors, pour moi, jeune, c'est 25 ans à peu près, voilà. Et ils m'écoutent. Alors, mon dossier, tu le sais, maintenant est assez complexe et volumineux, puisque ça fait 3 ans que ça dure. Et ils me disent, écoute, Jocelyne, ton dossier, vraiment, c'est lourd. Nous, tu sais, on vient à peine de reformer notre petit groupe, donc on ne pense pas avoir les épaules assez larges et la carrure et les compétences pour t'aider. Ils ont eu peur de la somme de travail, je pense. ou de la prise de risque. Alors, au début, lors de cette première rencontre, c'est la somme de travail. Et ils étaient vraiment, je pense, dans la sincérité la plus totale en me disant qu'ils ne pensaient pas avoir aussi bien la carrure en tant qu'expérience et les outils juridiques pour m'aider. Je l'ai bien accepté. Je leur ai dit à ce moment-là, donc première rencontre, je leur ai dit, écoutez, un soutien moral me serait aussi bénéfique. Et par exemple, si vous faisiez un petit courrier à la rectrice d'Académie de Reims, qui, pour les auditeurs et auditrices qui découvrent cette vidéo, enfin ma personne pour la première fois, rectrice qui s'appelle Hélène Incel, contre qui j'ai porté plainte à 2 reprises pour harcèlement moral, mais le procureur apparemment n'a pas trop envie de lancer une enquête sur elle, parce que depuis 2 ans, il n'a donné aucune suite à mes plaintes, mais il ne les a pas classées sans suite non plus. Hein. Et donc, je pense que, oui, je leur ai dit, si vous faisiez un petit courrier pour la rectrice, vous l'interpellez, parce que c'est aussi le rôle des syndicats. Je veux dire, quand quelque chose dysfonctionne, les syndicats sont là pour interpeller les responsables et ne pas laisser le dysfonctionnement dans l'oubli, aux oubliettes, quoi, au placard. Oui, ils sont là pour pointer un dysfonctionnement, l'épingler et en même temps demander ou soulever
Avez-vous une solution Voilà. à la hiérarchie? Exactement. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ils sont là pour obliger les responsables, les hiérarques, ils sont là pour les obliger à répondre. Et à prendre leurs responsabilités. Exact. Et responsabilité et répondre, c'est de la même famille. C'est ce que j'explique à mes gosses, par exemple, au collège. La responsabilité, ça veut dire l'obligation de répondre sur un point précis. Alors, j'ai bien senti que même cette demande-là, ils n'étaient pas très chauds. Et donc, je suis repartie ce jour-là sans l'assurance même d'un petit soutien moral par le biais d'une interpellation écrite de la rectrice. Voilà. Et puis, dans le groupe, j'ai recontacté après une professeure qui, lors du moment de la rencontre, m'avait semblé bien. Elle m'avait semblé énergique, un peu avec mon caractère, en tout cas en parole, c'était ça. Et puis effectivement, cette professeure m'a aidée, parce que j'ai dû aller en février 2018, fin janvier et février 2019, j'ai dû aller consulter mon dossier administratif au rectorat de Reims, et elle m'a accompagnée une première fois. Donc là, elle m'a aidée dans la mesure de ses moyens. Elle m'a dit par la suite qu'elle ne pouvait pas faire plus, ce que j'ai parfaitement compris. Elle t'a apporté de la chaleur humaine. Et du soutien. Même un petit soutien, mais voilà, j'en avais besoin à ce moment-là, elle me l'a donné. Parfait. Et au mois de mai, j'ai eu contact avec une autre personne de Sud Éducation dans un autre département qui avait l'habitude, enfin, qui avait déjà dénoncé du harcèlement moral, mais uniquement hiérarchique. Voilà, je redis pour les auditeurs et auditrices, le harcèlement moral vertical, c'est des agissements hostiles de hiérarques contre des subordonnés, et du harcèlement moral horizontal, c'est des agissements hostiles et malveillants, mais de la part de collègues, horizontalement, c'est-à-dire de la part de collègues, soi-disant collègues, contre une ou un enseignant pris pour cible. Voilà, comme bouc émissaire. Pas plus insidieux, ce harcèlement horizontal, et plus... qui permet de douter, enfin qui oblige à douter de l'espèce humaine et des gens qui on est entouré. Alors, évidemment, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que maintenant je me méfie absolument de tous les soi-disant collègues qui m'entourent, et j'ai raison de m'en méfier puisque j'ai découvert récemment une cabale diffamatoire et j'en ai les preuves, et ça j'ai découvert tout récemment, mais j'ai cru que quand tu as dit le mot douter, j'ai cru que tu allais dire est-ce que c'est pas une raison de douter de ce que je dénonce comme du harcèlement moral? C'est-à-dire que les personnes que j'accuse horizontalement de harcèlement moral, et les hiérarques aussi, me répondent, pour me discréditer, que ce sont de simples conflits interpersonnels. Et que ces conflits interpersonnels sont générés par ma personnalité, bien sûr. Et en même temps, pour se garder d'intervenir dans des affaires interpersonnelles. Voilà, tu as tout compris. Et donc, j'ai recontacté un syndicaliste de Sud Éducation qui avait déjà lutté contre du harcèlement moral. Et enfin, non, c'était une femme. Et donc, elle m'a dit qu'elle avait vu la première vidéo que j'avais faite en Belgique et que mon discours lui paraissait parfaitement cohérent, mon argumentation parfaitement étayée, et que donc elle ne comprenait pas que le petit groupe de Reims ait refusé de m'aider. Et qu'elle était tout à fait disposée à les aider, ce petit groupe, dans leur démarche pour me soutenir. Moi, toute contente, j'écris un petit courriel au petit groupe de Reims pour leur dire ce que je viens de te dire. N'ayez pas peur, voilà, une femme expérimentée qui est de votre syndicat, qui est prête à vous aider. Et le 9 mai 2019, c'était la journée de mobilisation nationale pour la défense de la fonction publique, puisque, je rappelle à nos auditrices et auditeurs qu'un ministre qui a été accusé de viol, mais qui n'a pas démissionné pour autant, qui s'appelle Gérald Darmanin, a entrepris de détruire la fonction publique par un projet de loi qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc il y avait une journée de mobilisation nationale et j'ai rencontré dans cette manifestation 2 jeunes du groupe de Reims. J'ai discuté avec donc une jeune femme et un jeune homme. J'ai discuté avec la jeune femme et on est tombé d'accord. J'ai parfaitement compris qu'ils n'avaient pas la carrure, je comprends parfaitement. Et je leur ai demandé, alors la jeune femme m'a proposé, on peut t'aider sur un point précis. J'ai dit, génial, ce qui m'arrangerait, ça serait de faire une interpellation, non plus de la rectrice, mais du CHSCT académique, qui avait manqué à l'une de ses obligations en décembre 2018.
la jeune femme me dit, bah écoute, ça, je pense qu'on pourra le faire. Donc, envoie-moi les documents et puis on en parlera ensemble dans notre groupe. Et 2 jours plus tard, je reçois un petit courriel que je vais montrer à la caméra. Dis-moi, Dominique, je le baisse, comme ça. Voilà. Donc, je reçois un petit courriel. Je vais montrer quand même, tu vas me dire si c'est bien visible, la signature. Voilà. La signature, est-ce qu'on la voit bien? L'équipe ou le collectif, j'avance? Voilà, comme ça. C'est bon? Bon, enfin, je vais lire. L'équipe exécutive Sud-Éduc Champagne-Ardenne. Ce qui veut dire anonymat. Donc, j'avais parlé avec 2 personnes, comment dire, nommément désignées, et je reçois un courriel anonyme. Enfin, pour moi, c'est anonyme. Tu ne les retrouves pas? Non. Et ce que je ne retrouve pas, c'est le contenu de la discussion que j'avais eue avec la jeune femme. C'est-à-dire que là, il est écrit que la jeune femme a été prise à partie individuellement, par moi bien sûr, puisque c'est moi qui prends à partie les gens, c'est bien connu. Donc la jeune femme a été prise à partie individuellement, donc ça c'est un mensonge. Donc cette jeune femme t'a soutenu en toute logique humainement, et nous avons reparlé aussitôt après de nos avis et décisions. Et donc ils ne se sentent pas en mesure de porter mes combats. Alors là, le détail est intéressant. Ils ne se sentent pas en mesure de porter mes combats, nombreux, donc déjà ça leur fait peur, c'est la quantité de travail dont tu parlais, mais surtout, voilà l'explication de leur refus, qui mettent en cause de nombreux personnels. Alors là, il faut comprendre que mes accusations et mes plaintes, puisque j'ai été encore une fois obligée de porter plainte pour diffamation non publique contre 2 professeurs du collège de Suippes, donc mes accusations mettent en cause d'autres professeurs. Et comme les syndicalistes sont des professeurs, il est très gênant pour elles et pour eux de s'associer à une professeure qui accuse d'autres professeurs. Voilà, ils ont peur de perdre des membres ou de membres potentiels si le groupe est encore petit. Tu as parfaitement compris. Donc c'est encore manque de courage. Parfaitement compris. Et de l'opportunisme. Et je redis à nos auditeurs et auditrices que là, nous improvisons et que Dominique n'a pas du tout préparé ces questions, je ne les connais pas, mais elle a parfaitement compris. Voilà. Le fait de mettre en cause d'autres professeurs, en tant que syndicalistes, ça leur fait très peur parce que ça leur fait perdre des adhérents et des adhérentes potentielles. Donc, ils s'y refusent. Voilà. Alors, ce qui est plus grave dans ce courriel, je n'y ai pas encore répondu, mais ça va venir quand j'aurai plus de temps. Donc, ce qui est plus grave, c'est la phrase suivante que je vais lire en intégralité, et tu vas me dire ce qui te choque. Donc, nous ne cautionnons pas la répétitivité d'une prise de parole personnelle, donc la mienne, centrée sur une individu, moi, je suis désolée, je suis une individu, c'est moi qui suis en galère, et nous cautionnons moins encore le ton de menace quant à l'image que tu pourrais donner de notre syndicat selon notre prise de position ou pas. Oui, là c'est carrément, c'est presque de l'intimidation, c'est à la fois il se défausse complètement, donc à nouveau manque de courage. Parfois il faut savoir défendre un individu au nom de la communauté, dans l'intérêt du genre humain tout simplement. Et c'est pas parce que tout le monde n'est pas accablé par les mêmes soucis que toi que tu es la seule, et ni non plus que ça n'est pas défendable. Voilà. Manque de courage à nouveau. Voilà. Et surtout, quand tu as dit dans l'intérêt du genre humain, absolument. Et ces gens-là n'en ont aucune conscience lorsqu'ils écrivent ça. Lorsqu'ils écrivent cela, ils n'ont pas conscience que l'intérêt général qui est en cause, c'est, comme tu viens de le dire, l'intérêt d'autres personnels comme moi qui sont harcelés, qui en arrivent à se suicider, ceux qui souffrent, ceux qui sont obligés de prendre des congés de longue maladie ou de longue durée, où on les force parfois à accepter cette façon d'être mis au placard, quoi, d'être sorti de l'arène. Mais c'est l'intérêt aussi général des élèves qui est en jeu. Absolument. Et ça, ils n'en ont absolument... En écrivant ça, les petits jeunes là, du groupe de Reims, de Sud Éducation, n'en ont aucune conscience. Absolument aucune. Voilà. Je passe au deuxième exemple de couardise. Alors, là, il s'agit, et je vais donner son nom
publiquement. Donc il s'agit du secrétaire régional Champagne-Ardenne, secrétaire général du SGEN. Ça veut dire Syndicat général de l'éducation nationale. Et c'est un syndicat qui fait partie de la CFDT, Confédération fédérale du travail. Donc ce monsieur s'appelle Julien Duruisseau. J'ai demandé son aide en urgence en avril-mai 2017. Et il me l'a accordé en urgence. Et à ce moment-là, il m'a absolument apporté l'aide dont j'avais besoin. Absolument. Donc j'ai adhéré au SGEN. J'ai réadhéré en 2018. Voilà. Lorsque la placardisation de la principale a commencé, donc tout début septembre 2018, 31 août 2018, j'ai averti immédiatement Julien Duruisseau. Et j'ai senti à ce moment-là, en gros, comme oh, ça recommence avec toi, Jocelyne, mais c'est pas possible. Enfin voilà. C'est ce que j'ai senti. C'est une impression, bien sûr. Hein. Mais. Tu as suffisamment d'expérience. Oui, et puis la suite m'a donné raison. Et donc, Julien Duruisseau a accepté l'exigence que j'avais portée devant la principale du collège de Suippes, principale qui s'appelle, je le rappelle, Valérie Richard, et contre qui j'ai porté plainte le 19 décembre 2018 pour harcèlement moral. Donc il a accepté de m'assister lors d'un entretien que j'ai exigé avec la principale. Et il y avait un quatrième intervenant qui s'appelle Thierry Dupont, contre qui j'ai aussi porté plainte, pour complicité de harcèlement moral. Donc j'avais exigé un entretien pour que la principale de l'établissement clarifie la façon dont elle voyait mes fonctions de professeur en documentation ou de professeur documentaliste. Je voulais l'obliger à s'expliquer sur le refus, à mes yeux absolument injustifié, de plusieurs activités pédagogiques que j'avais déjà faites l'année précédente dans son collège et que je voulais reconduire en 2018-2019. Je voulais donc l'obliger devant témoin, un témoin que je croyais à l'époque favorable à moi, le syndicaliste, je voulais l'obliger à clarifier sa position. Donc cet entretien a eu lieu, il a duré 3 heures, le mercredi 26 septembre 2018. Il a duré 3 heures. Et cet entretien, je l'ai enregistré à l'insu des 3 personnes qui étaient avec moi. Alors, tu pourrais me dire, ou des auditeurs et auditrices pourraient me dire, « Ah, c'est illégal d'enregistrer les personnes à leur insu !» J'imagine que si tu l'as fait, tu avais une certaine défiance envers eux. Première raison. L'enregistrement, voilà, tu as tout à fait raison. Donc, l'enregistrement de personnes à leur insu, formellement, n'est pas en effet permis par la loi. Par contre, il est valable dans un cas bien précis, qui est le cas de conflit professionnel. Et encore plus quand il y a justement une suspicion de harcèlement moral. Et donc de contentieux professionnel. C'était exactement mon cas le 26 septembre 2018. Bien sûr, si les gens avaient su qu'ils étaient interviewés ou enregistrés, jamais ils n'auraient tenu les propos voilà, qu'ils ont tenus. Voilà, exactement. Donc, je rappelle que le 26 septembre 2018, j'avais subi un choc psychologique parce que j'avais découvert le 10 septembre 2018 2 preuves de la tentative de placardisation de la principale, de la volonté de placardisation. J'en avais découvert 2 preuves le 10 septembre et le lendemain, j'avais été totalement incapable d'aller au travail et mon médecin m'avait mis en arrêt maladie pour 2 semaines. J'ai déclaré ce choc psychologique comme accident de service. J'ai fait une déclaration dans laquelle j'ai expliqué les tenants et les aboutissants de mes accusations contre la principale. Accusation à quoi la principale n'a jamais pu répondre factuellement. Donc, je me défiais de la principale, je me défiais aussi légèrement de l'inspecteur du rectorat qui était venu la soutenir. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi je m'en défiais, mais c'est expliqué dans ma déclaration d'accident de service. Donc j'ai enregistré l'entretien. Je devais, et j'ai pris des notes aussi le jour de l'entretien, j'ai pris 6 pages de notes, et le syndicaliste à mes côtés n'en a pris quasiment aucune.
donc je devais lui transférer la transcription de mes notes et il devait attester, en tant que témoin, il devait attester la fiabilité de ces notes. Je lui ai envoyé ma transcription, j'ai dû lui envoyer ça fin septembre, début octobre je crois, début octobre 2018. Je lui ai envoyé cette transcription, pardon. Il l'a reçue, il m'a dit, bah écoute, je n'ai pas trop le temps en ce moment, mais ne t'inquiète pas, je vais la lire, et puis je pourrai faire l'attestation. Il m'en avait déjà fait une, d'après des notes communes, en 2017, hein. Donc il avait l'habitude. Et le jeudi 18 octobre 2018, j'ai un contact téléphonique avec quelqu'un du SGEN, un autre syndicaliste, et je dis à ce syndicaliste au téléphone, je dis que j'ai des preuves de la volonté de la principale de me placardiser et de la complicité de l'inspecteur d'académie. J'ai dit que j'en ai des preuves parce que j'ai enregistré l'entretien. Eh bien, c'était le 18 octobre que j'ai eu cet entretien avec le collègue de Julien Duruisseau. Eh bien, 4 jours plus tard, le 22 octobre, je reçois un courriel de Julien Duruisseau que je montre à la caméra. Voilà, c'est visible? Ok. Donc je vais le lire à haute voix. Bonsoir Jocelyne. Compte tenu que tu as enregistré sans me demander ni m'en informer l'entretien auquel je t'ai accompagné le 26 septembre dernier avec Madame Richard et Monsieur Dupont, je ne suis pas en mesure d'engager ma signature, et donc celle du syndicat, pour l'attester. Bon, en plus, il y a une petite faute dans la construction du mot attesté, mais pour ce même motif, le syndicat ne t'accompagnera plus dans les démarches engagées. Bonne journée. C'est sympa comme lettre. Voilà. Et pareillement, là, il prend son cas personnel à cœur, alors que c'est pas de ça dont il est question au départ. Hein. Là, c'est une sorte de, comment dirais-je, de revanche ou de vendetta contre le fait qu'il ait été enregistré. Sans qu'il en ait été informé. Oui. Voilà. Mais c'est surtout, une façon de botter en touche, parce que lui, personnellement, je veux dire, il n'a rien à se reprocher normalement. Si j'ai enregistré l'entretien, c'est parce que les personnes avec qui j'étais en contentieux, c'était la principale de l'établissement, et les personnes dont je me méfiais, c'était l'inspecteur du rectorat qui venait pour la soutenir. Lui, il était là pour m'assister, donc il n'avait rien à craindre. Prendre ombrage de cette Exactement, il n'aurait pas dû en prendre ombrage. Alors voilà ce que je lui ai répondu, donc le 4 novembre. Je montre ma réponse, voilà. Donc je lui ai répondu que je ne comprenais pas pourquoi il refusait, et je lui ai répondu: tu n'ignores pas que le 26 septembre 2018, ce n'est pas vers toi que ma méfiance légitime était a priori dirigée. Craindrais-tu que soient pointés les quelques moments où, pendant l'entretien de 3 heures, ton accompagnement a été frileux, voire inexistant? Craindrais-tu la comparaison entre ce que tu as dit lors de l'entretien, tu mettais au même niveau la souffrance de la principale et la mienne, et ce que tu m'as déclaré après l'entretien, lorsque nous avons continué de parler devant le collège? Et voilà ce qu'il m'a dit à l'extérieur du collège. Il a affirmé que les gens de l'administration n'avaient aucun respect pour le droit. Lui, le secrétaire général du SGEN Champagne-Ardenne. Donc il doit bien les connaître. Il a donné l'exemple d'une principale lâchée par ses supérieurs au profit du gestionnaire, et cette principale avait été obligée à quitter son établissement. Et il a reconnu que dans les établissements routiniers, la présence d'une professeure documentaliste qui travaille avec succès comme une enseignante et non comme une simple bibliothécaire pouvait susciter chez des collègues de l'agacement ou de la jalousie. Donc, Dominique et auditrices et auditeurs, voilà un deuxième exemple de couardise d'un syndicaliste qui sait pertinemment, parce qu'il me l'a dit après l'entretien du 26 septembre, lorsque nous étions, lui et moi, seuls face à face, il reconnaît que ce que je dénonce, c'est-à-dire de la placardisation, de l'ostracisation, de la diffamation, du harcèlement pour me pousser à dégager de l'éducation nationale, il reconnaît que c'est fondé, et que notamment le harcèlement moral horizontal, il en reconnaît la possibilité.
Mais il me lâche. Voilà. Et c'est le secrétaire général du SGEN, CFDT, Julien Duruisseau, qui m'a écrit cela et qui m'a lâché. Et vous imaginez bien sûr qu'après j'ai résilié mon adhésion. Dominique, la filmeuse, m'a fait signe que nous allions arriver au bout des 30 minutes. Donc nous allons terminer cette vidéo. Et soyez prêts à regarder la suite. Dans une seconde, nous l'appellerons les syndicats du crime bis. Et je vous dirai pourquoi nous l'appelons les syndicats du crime bis. Et en attendant, je vous remercie encore de votre attention à toutes et à tous. Au revoir.